All rise, veuillez vous lever. L'audience est reprise. Bonjour à tous. Je voudrais confirmer encore une fois qu'il n'y a pas de changement dans la composition des équipes actuellement. Monsieur le Président, l'équipe est identique. Ah, pas de changement. Ah voilà, parce que Madame la procureure est derrière là pour le moment. Ok. D'accord. Maître Taylor. Thank you very much. Ms. Chala is not here for this session. Thank you. Voilà, c'est mentionné sur le procès verbal. Maître Duterte, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour la suite de la déclaration liminaire du bureau du procureur. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Juste un petit point technique, je vais utiliser 5 slides d'une présentation PowerPoint, donc je demanderai le moment venu à Madame la greffière d'audience de bien vouloir m'autoriser à basculer sur un des 2 canaux, Evidence 2 probablement, pour pouvoir diffuser ces slides qui sont publics. Je confirme que le canal Evidence 2 vous a été attribué, Monsieur Duterte. C'est parfait, nous pouvons y aller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, si Hassan est devant vous aujourd'hui, c'est pour une seule raison. Il a eu un rôle central dans l'oppression dont les Tombouctiens ont été victimes durant toute la période d'avril 2012 à janvier 2013. Il a été clé dans le système répressif mis en place par Ansardine et ACMI dans la ville et la région. Il a activement participé à la commission des crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les habitants. Et par crime, je fais notamment référence aux tortures, aux actes inhumains, ainsi qu'à la persécution pour des motifs religieux et à la persécution dirigée contre les femmes et les jeunes filles. La réalité, c'est qu'Al-Hassan était le commissaire de la police islamique. Cette police islamique était elle-même l'un des principaux organes du système de contrôle installé par Ansardine et ACMI pour assujettir les Tombouctiens et les Tombouctiennes à leur pouvoir. Cette police était en première ligne pour contrôler, réprimer, arrêter les habitants et les soumettre à leurs diktats et interdits en recourant à des châtiments corporels et violents. Al-Hassan était l'âme agissante de la police islamique pendant l'occupation. Il y avait certes un émir désigné de la police islamique, Adama, puis Khaled Abou Suleiman. Mais Al-Hassan a eu une fonction névralgique dans les missions et les opérations de la police. C'est lui qui a géré la police au quotidien. C'est lui qui a joué un rôle majeur dans l'articulation de la police avec les autres organes du système de répression, à commencer avec le tribunal islamique irrégulièrement constitué. Dans ce contexte, Al-Hassan a commis directement des crimes et contribué à la commission d'autres crimes
qui lui sont reprochés. Je vais y revenir bientôt, Monsieur le Président, Mesdames les juges, mais pour mieux comprendre le contexte dans lequel Al-Hassan a commis ses crimes, laissez-moi d'abord vous ramener quelques semaines et mois en arrière, avant que Tombouctou ne tombe dans les mains des groupes armés Ansardine et AQMI. Nous sommes en 2011. Le monde assiste à la chute du colonel Kadhafi. De nombreux groupes armés dans la sous-région en profitent pour renforcer leur arsenal militaire grâce au pillage des dépôts d'armement libyens et au trafic d'armes qui en découle. C'est le cas d'AQMI, groupe terroriste fort connu. C'est aussi le cas d'Ansardine, groupe armé malien créé fin 2011 par Iyad al-Ghali pour défendre, comme il le prétend, la religion. Dans ce contexte, le 17 janvier 2012, le Mouvement national de libération de l'Azawad lance une attaque contre le camp militaire de Ménaka, situé au nord-est du Mali. C'est le début d'un conflit armé non international sur le sol malien. Les affrontements vont dès lors se multiplier, notamment à Aguelok et Tessalit. En l'espace de 3 mois, la partie nord-est du pays, représentant les 2/3 du territoire malien, passe sous le contrôle complet des groupes armés, et notamment sous le contrôle d'Ansardine, d'AQMI et du mouvement pour l'unification et le djihad en Afrique de l'Ouest, autrement appelé Moudjahou. La ville de Kidal est prise le 30 mars 2012 par Ansardine. La ville de Gao passe le 31 mars 2012 sous le contrôle du MNLA, qui en sera vite évincé par le Moudjahou. Le lendemain, 1er avril 2012, Tombouctou, une ville majeure de l'Afrique de l'Ouest, tombe dans les mains d'Ansardine et d'AQMI. Tout le monde se souvient des images de pick-up hérissés de drapeaux noirs et d'armes lourdes, surgissant d'on ne sait où dans le désert, et qui paradent en vainqueurs dans les rues de Tombouctou. Une victoire, à vrai dire, facile, puisque l'armée malienne, traumatisée et terrorisée par le massacre sanglant de prisonniers de guerre à Aguelok, a abandonné la ville. Ansardine et AQMI y régneront en maîtres jusqu'en janvier 2013, lorsqu'ils seront délogés, notamment par les éléments de l'opération Serval. Permettez-moi, à ce moment, de vous montrer 2 captures d'écran. Voilà une première capture d'écran qui montre les groupes armés dans Tombouctou. Derrière, nous reconnaissons la grande mosquée Djigin-Réber. Et sur la suivante, on voit le genre d'équipement militaire dont ces groupes avaient l'usage à Tombouctou. Voilà à quoi les Tombouctiens avaient à faire face. Cela donnait le ton, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Ansardine et AQMI, Monsieur le Président, Mesdames les juges, n'ont pas fait mystère de leurs intentions et objectifs, une fois dans Tombouctou. Dès la prise de la ville, Iyad al-Ghali, fondateur d'Ansardine, je l'ai indiqué, annonce immédiatement qu'il est le nouveau maître. Il indique que son organisation représente désormais le pouvoir et la loi. Iyad al-Ghali précise surtout que les comportements qui enfreindront leurs règles seront sanctionnés et que les personnes concernées auront, je cite, des problèmes avec lui et son groupe. Fin de citation.
C'est le témoin P125 qui le rapporte. Les propos concomitants de Sanda Oulboumama, porte-parole d'Ansardine, sont sans ambiguïté sur ce que Iyad Agrali entendait par le terme problème. Sanda déclare, une fois à Tombouctou, je cite, « Je sais qu'on va couper des mains, on va couper aussi des têtes, si Charia nous dit ça. On n'a pas de complexe dans ça. » Fin de citation. Les membres d'Ansardine et d'Aqmi à Tombouctou sont en effet clairement animés par un plan et dessein communs. Leur objectif est d'asseoir leur pouvoir sur la ville, sa région et la population, et d'imposer leur vision idéologique et religieuse personnelle à la dite population. Et ce, par tout moyen, y compris à travers des comportements, des conduites et des mesures qui, dans le cours normal des événements, ont résulté dans la violation grave de droits fondamentaux des habitants et dans la commission d'exactions et de crimes poursuivis dans la présente affaire. Pour parvenir à leur fin, Ansardine et Aqmi mettent donc très vite en place à Tombouctou des organes de décision, de contrôle et de répression. Tout en haut de la pyramide, il y a l'émirat ou la présidence. Celle-ci est composée de 3 personnes, Abou Zaïd, Yahya Abou Al-Haman et Abdallah Al-Chigheti. Abou Zaïd, il est algérien, c'est un membre historique d'Aqmi et chef du bataillon Tarek Ibn Ziyad. Et Iyad Agrali l'a présenté comme le nouveau gouverneur de Tombouctou. Yahya Abou Al-Haman, il est algérien, c'est le chef du bataillon d'Aqmi Al-Fourkan. Il deviendra l'émir d'Aqmi pour tout le Sahel. Enfin, Abdallah Al-Chigheti, il est mauritanien, c'est un chef spirituel, il est membre du bataillon d'Aqmi Al-Fourkan et il en deviendra le chef. Ces 3 personnes sont aujourd'hui mortes à ce jour, mais en 2012, ils composent la présidence. Une présidence qui gère la ville au quotidien, tandis qu'Iyad Agrali, le plus souvent basé à Kidal, garde le contrôle sur ce qui se passe à Tombouctou, notamment par ses visites régulières sur place. En dessous de la présidence, Monsieur le Président, Mesdames les juges, il y a divers organes. Le tribunal islamique, l'AESBA, autrement appelée Brigade des mœurs, les bataillons de sécurité, la commission des médias, le comité religieux, les centres d'entraînement et surtout aussi la police islamique, d'abord installée à la Banque malienne de solidarité, BMS, puis au gouvernorat. La preuve qui vous sera présentée vous permettra de connaître en détail toutes ces institutions qu'on désigne par le terme organe dans notre mémoire préalable au procès et qui forment avec les groupes armés Ansardine et Aqmi ce qu'on appelle l'organisation. De nouvelles institutions donc, chargées d'imposer par la force l'idéologie religieuse d'Ansardine et d'Aqmi, mais avec le concours essentiel d'acteurs locaux. Car Ansardine et Aqmi, largement composés d'étrangers et de non-tombouctiens, prennent soin d'affecter dans ces organes les quelques membres originaires de la région qu'ils comptent dans leur rang. Ils ont besoin d'eux. Leur but est de donner une couleur locale à leur action. Leur but est aussi d'être pleinement opérationnels avec des individus connaissant bien les lieux, la région, les habitants et leur langue. C'est ainsi notamment que Ouka Ouka va présider de facto le tribunal islamique. C'est ainsi qu'Al-Mahdi et Mohamed Moussa vont se succéder à la tête de l'AESBA. C'est ainsi encore que Abu Talha dirige les bataillons de sécurité.
C'est ainsi que Sonda Oulboumama agit comme porte-parole des groupes. Et c'est également ainsi qu'Alassane devient le commissaire de la police islamique. Tous sont originaires de Tombouctou et de sa région. La plupart sont du reste de la même tribu que l'accusé. Tous ces individus, dont Alassane, sont membres du plan commun et partagent le dessein commun. Dans ce contexte, Monsieur le Président, Mesdames les juges, il est essentiel de comprendre trois choses. Premièrement, ces organes travaillent tous en synergie, et notamment le tribunal islamique, la police islamique et la Hezba, qui étaient à l'évidence les trois organes les plus engagés dans la persécution des habitants. Deuxièmement, je l'ai évoqué au départ, la police est elle-même l'organe le plus impliqué sur le terrain et la répression. Et troisièmement, Alassane, le commissaire, y exerçait un rôle central. Laissez-moi illustrer par quelques exemples rapides la coordination entre ces différents organes. Cette coordination, elle est voulue par les soi-disant gouverneurs Abou Zaïd. Ces instructions du 15 août 2012 sur la réponse à donner en cas de violation des règles par les habitants s'adressaient à tous, aux policiers islamiques, aux membres de la Hezba et plus généralement à tous les membres des groupes armés. Le message est clair, c'est un travail collectif, c'était l'affaire de tous de faire respecter les nouveaux interdits et dictates. Cette coordination trouve diverses traductions pratiques. L'accusé, M. Alassane, a par exemple déclaré que la police assistait la Hezba pour les patrouilles et qu'il faisait des patrouilles conjointes. C'est notamment au cours des patrouilles que les habitants étaient arrêtés. Et précisément, une fois qu'une personne était arrêtée, elle était dans de très nombreux cas interrogée par la police qui faisait un rapport et renvoyait le cas échéant l'affaire au tribunal islamique qui condamnait sur la base du dit rapport. La punition était alors exécutée notamment par la police. Et à vrai dire, c'est M. Alassane qui est au cœur de ce mécanisme-là. Ma collègue Diane Looping et mon collègue Moussa Lafi développeront ce point davantage, car il illustre parfaitement l'articulation entre la police d'une part et le tribunal islamique d'autre part, ainsi que la contribution substantielle que M. Alassane y a apportée. J'ouvre une parenthèse rapide qui fait écho à ce que Madame le procureur a mentionné ce matin. Le tribunal s'appelle tribunal islamique. C'est le nom que les groupes armés lui ont donné. Il n'y a aucune critique contre les tribunaux islamiques qui peuvent exister ailleurs. Ce qui est en cause ici dans la présente affaire, c'est la manière dont les groupes armés en Sardine et AQMI ont mis en place ce tribunal et la manière dont il a concrètement fonctionné. Ce tribunal n'offrait aucune garantie d'impartialité. Abdallah Nchigeti, membre de la présidence que j'ai évoquée, c'est-à-dire l'exécutif, y siégeait et y exerçait une influence prépondérante. Ce tribunal ne respectait pas non plus les garanties procédurales les plus basiques. Il avalisait par exemple le recours à la torture comme méthode d'interrogatoire. On a simplement affaire à un tribunal irrégulièrement constitué, ni plus ni moins. Fin de la parenthèse. Je l'ai dit, coopération entre les organes. Mais dans cette synergie, il faut bien reconnaître que la preuve montre que la police islamique avait un rôle proéminent, privilégié. Cela ressort de multiples aspects non exhaustifs. La police a été le premier organe mis en place. Après avoir été installée à la BMS, la police a déménagé dans le bâtiment du gouvernorat. C'est significatif
est symboliquement important comparé au tribunal islamique installé à l'hôtel de la Maison. La police avait aussi plus d'effectifs que la Hesba. Le témoin P111 précise qu'elle avait plus d'une trentaine de membres, tandis que la Hesba avait moins de 10 membres, selon un autre témoin. La police était en outre largement équipée en armes, contrairement à la Hesba dont les membres n'avaient pas tous une arme, d'où les patrouilles conjointes, et c'est M. Hassan lui-même qui nous le dit. La police avait véhicules, motos, et là encore, on sait que la Hesba était plus modestement dotée. Cela ressort des déclarations d'un insider. La police était par ailleurs omniprésente. Elle patrouillait partout dans Tombouctou et la région, armée de kalachnikovs et de fouets pour battre les civils. Vous verrez cela en vidéo au cours du procès. Ils allaient même jusqu'à Kabara, Léré, Ber, Gundam, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres de Tombouctou. Ils étaient partout, les policiers. Dans la rue, au marché, dans les écoles, et ils entraient même dans les maisons des habitants. Et de jour comme de nuit. C'est aussi la police qui devait procéder par principe aux arrestations. M. Al-Hassan précise que si la Hesba rencontrait une personne enfreignant les règles, le principe voulait que la Hesba appelle la police pour l'arrêter. Cette dernière se rendait alors sur les lieux et amenait la personne en prison. On l'évoquera largement, c'est la police qui interrogeait et faisait les rapports. La preuve en est, nous avons retrouvé environ 70 rapports de la police, seulement 2 de la Hesba. La police assurait en outre l'exécution des punitions et gérait la prison. Autant d'exemples non exhaustifs de la proéminence de cet organe. Je vous ai parlé des armes et munitions, mais les mots ne remplacent pas les images, et je vais vous montrer à quoi ressemblaient ces patrouilles de police avec 3 captures d'écran. Si la technique le veut bien. Sur cette première capture d'écran, vous voyez 2 membres de la police en train de faire une patrouille avec leur véhicule, suivi d'un autre membre de la police derrière avec sa moto. Et là, vous vous rendez compte, effectivement, qu'ils sont armés d'armes de guerre. Nous voyons une kalachnikov qui dépasse de l'épaule gauche du membre de la police qui est à gauche de l'écran, avec leur veste bleue typique marquée police islamique. Et sur une autre capture d'écran, on se rend compte que les munitions qu'ils peuvent porter avec eux sont des munitions d'armes de guerre. Voilà ce qui circulait et faisait la loi dans Tombouctou à l'époque aux habitants. Dans ce contexte, M. Al-Hassan a lui-même joué un rôle majeur au sein de la police islamique. On le sait, l'accusé a bel et bien rejoint les rangs d'Ansardine. La preuve le démontrera. Il l'a du reste confirmé lui-même. Mais il a rejoint Ansardine bien plus tôt qu'il ne veut bien le dire. Madame le procureur l'a évoqué, ma collègue Diane Looping y reviendra en détail. Et très rapidement, Al-Hassan est le personnage, le rouage clé de la police islamique. À l'époque, à Tombouctou, la population sait que c'est lui le commissaire. Les membres des groupes armés le considèrent comme tel. Il agit en cette qualité. Et des années après, il confirmera aux témoins P0605 qu'il était le commissaire.
S'il est devenu le commissaire de la police islamique instaurée par Ansardine et Hakmi, c'est qu'il partage les vues de ces groupes. Ce sont des groupes terroristes. De tels groupes ne donnent pas à n'importe qui une position de responsabilité comme celle de commissaire de la police dans une ville entièrement sous leur contrôle. Pour cela, ils doivent vous connaître parfaitement et vous faire entièrement confiance. Au reste, la preuve que vous entendrez au cours du procès ne laisse aucun doute sur le fait que M. Al-Hassan a adhéré au plan et au dessein commun qui existent clairement dès la prise de la ville. Cela ressort, vous le verrez, de ses actes et de sa conduite pendant la période concernée. Cela ressort de ses propos qu'il a tenus à Tombouctou en 2012 et dont nous avons des enregistrements. Cela ressort par exemple aussi du nombre d'appels téléphoniques entre M. Al-Hassan et les autres membres du plan et dessein commun. Vous entendrez notamment les experts P0587 et P0617 à ce propos. Et non seulement M. Al-Hassan adhère au plan et au dessein commun, mais il fait partie de ces personnages qui lui donnent vie quotidiennement. Certes, il n'est pas le gouverneur de Tombouctou Abou Zaïd. Il n'est pas non plus l'émir d'Akmi pour le Sahel. Mais dans la ville et à l'extérieur de la ville, il fait partie de ces personnages incontournables, en responsabilité, qui donnent jour après jour vie au plan et au dessein commun, au cours de toute l'occupation de Tombouctou. Et vous le verrez, sur une vidéo par exemple, faire son travail en train de donner des instructions à des policiers en patrouille à Ber, bien loin de Tombouctou. Parlons des sévices et violences. Elles sont organisées en public, car c'est une caractéristique du modus operandi et des objectifs de l'organisation à Tombouctou. Je prends l'exemple de la première flagellation qui a eu lieu le 20 juin 2012 sur la grande place centrale de Sankoré. Un couple y est fouetté pour ce que les groupes considèrent comme de l'adultère. Toute la population a été rameutée sur place. Il s'agit pour Ansardine et Hakmi de montrer leurs muscles, de faire leur premier exemple de châtiment public, de frapper les esprits, d'intimider et plus globalement de terroriser. Tout est filmé. Et on voit bien sur les vidéos que les habitants ne se réjouissent pas de cette manifestation cruelle. Et donc la violence, elle est double. Elle est physique et morale pour les deux pauvres victimes qui subissent douleur et honte pour toujours. Elle est morale aussi pour toute la population qui se voit infliger la vue de ce triste spectacle en contradiction avec leur mode de vie et leurs valeurs. Quand on voit sa femme, quand on voit sa fille, quand on voit sa mère se faire battre et qu'on ne peut rien faire, on est soi-même rabaissé et humilié. C'est toute la population impuissante de Tombouctou qui est ainsi foulée aux pieds collectivement par des bourreaux surarmés contre lesquels elle ne peut rien entreprendre, rien tenter, rien faire. Ce 20 juin 2012, le message a été très clair. Toute violation des règles entraînera une réponse impitoyable. Les habitants vivront désormais pendant des mois avec la peur constante d'être eux-mêmes physiquement victimes. À partir de ce jour, les sanctions publiques et les violences se sont multipliées. Et les habitants n'avaient pas l'impression qu'Ansardine et Hakmi cherchaient à les rendre meilleurs. Non. Les habitants, qui étaient pour l'essentiel tous musulmans, ont vu que leurs droits fondamentaux étaient bafoués et gravement violés. Ils se savaient visés
attaqué, persécuté, victime d'une attaque systématique ou généralisée. C'est là qui fait que cette affaire est très grave. Même le procureur vous a donné d'autres exemples de violence, mais la police pouvait vous arrêter dans la rue et vous châtier sans jugement. Les femmes étaient arrêtées pour le moindre prétexte, d'autres étaient soumis au mariage forcé et à des viols répétitifs. Des enfants sont nés de ces viols. On les appelle les enfants de la CPI, faute notamment de filiation maternelle. La liste des actes criminels commis au cours de cette tyrannie est longue. Comme le déclarait un Tombouctien dans une vidéo publiée sur YouTube en juin 2012, je cite, « Tombouctou est sur le point de perdre son âme. Tombouctou est sous la menace de vandalisation outrageante. Tombouctou a sous la gorge le couteau tranchant d'un froid assassinat. » Fin de citation. Tombouctou a tout simplement vécu un véritable calvaire. Voilà l'héritage laissé par Ansardine et Hakmi. Monsieur le Président, Mesdames les juges, Hassan doit être tenu responsable des crimes allégués. L'accusation établira sa responsabilité au-delà de tout doute raisonnable, soit qu'il a commis personnellement et directement les crimes, comme lorsqu'on le voit sur une vidéo flageller de pauvres victimes en public, en leur infligeant des douleurs intenses, soit qu'il a participé à commettre ces crimes, par exemple en approvisionnant le tribunal islamique irrégulièrement constitué avec ses rapports sur la base desquels des châtiments étaient prononcés. Plus généralement, la preuve montrera que Hassan a contribué de multiples manières à la commission de crimes par les autres membres du dessein commun et qu'il doit en être tenu responsable. L'accusation a de nombreux éléments de preuve. Des vidéos montrant M. Hassan en action, des rapports de police écrits et signés par lui, des jugements du tribunal islamique signés par Oka, des déclarations de témoins, des déclarations de victimes, des déclarations d'insiders et moult rapports d'experts médicaux, experts en balistique, experts sur l'authenticité de documents, experts en écriture et signature, experts en identification vocale, experts en identification faciale, experts en données téléphoniques, experts en images satellites. Toute cette preuve vous sera présentée au fur et à mesure. Bien sûr, il faudra compter avec la pandémie du Covid. L'accusation ne peut pas appeler les témoins dans l'ordre qu'elle aurait souhaité, en privilégiant une présentation logique et construite de la preuve. On a dû prioriser des facteurs liés aux possibilités de voyager. Mais au total, l'accusation vous démontrera, au-delà de tout doute raisonnable, les crimes commis et la responsabilité pénale de l'accusé dans ces crimes. Monsieur le Président, Madame la juge, les Tombouctiennes et Tombouctiens persécutés ont soif de justice. Ils attendent le lait tiède et apaisant de la vérité. Et ils mettent tous leurs espoirs dans le jugement que vous rendrez en fin de ce procès. Je me permets maintenant de donner la parole à ma collègue Diane Luping, qui va rentrer dans le détail des actions et attributions de M. Hassan à la police islamique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur Duterte. À présent, la parole est à Madame Lupine. Vous avez la parole, Madame.
Good afternoon, Mr. President, Your Honours. I will be addressing the topic of Mr. Al-Hassan's role and functions within the organisation. Just a technical point for information of the court officer. All of the slides that I'll be presenting may be broadcast publicly, and I would ask if I could please be given the floor to present the slides already. You have the floor, Miss Looping. Thank you, Court Officer. Your Honours, as the de facto commissaire of the Islamic Police, Al-Hassan was a key player, a key implementer and enforcer of the organisation's power and its rules. What was his role? Well, he was responsible for the daily management, organisation and work of the police, as well as for the investigations and prosecutions of numerous cases against civilians for violations of the organisation's imposed new rules. And what was his impact? All of his acts and conduct had an impact on nearly every aspect of the local population's lives and contributed to the crimes committed against them. His work supported the coercive and persecutory environment in Timbuktu. Your Honours, I will address 3 key points. First, Al-Hassan's impact as the key face and interface of the police with the local population. Secondly, the intentional, voluntary nature of the work that he did and the timing of when he carried out that work. And third, his core functions. First, in terms of Al-Hassan's impact on the local population, they had no choice but to engage with him. In his role and exercise of his functions, he was the key face, the key interface of the police with the local population. In particular, Al-Hassan actively imposed the rules on the local population during his patrols, at the police headquarters, during his investigations of the many cases of violations of their rules, and in civil disputes, during his arrests, summons, detention, and interrogations of individuals who were subjected to violence, torture, and severe sanctions. In the cases that he referred to the Islamic Tribunal, when he brought suspects to the tribunal, when he executed punishments against them. He was the leader writing and signing police investigation reports concerning the people, and he could sign permits issued to them, affecting different aspects of their daily lives. His reports on cases involving the population had an impact on the tribunal judgments as the judges relied on his reports. Al-Hassan was the person that the local population consistently saw in their mediations and disputes. The groups chose Al-Hassan to be a spokesman during interviews, to spread their propaganda, supporting the organization in imposing their own rules, their punishment against the local population. Al-Hassan also acted on behalf of his men in their personal interactions with the local population, in so-called marriage negotiations, and in requesting dowries on their behalf. And it was Al-Hassan's personal phone number displayed on the Islamic Police Headquarters sign for people to call. Sorry, Your Honours, just one moment, please. I have to ask for a court officer's assistance, as there seems to be a technical problem with the slides. I'm having to do it manually.
It seems to be working now, Your Honours. So if we just turn to the first slide, we have the facade of the Islamic police. And in the red box, you will be able to see the accused's phone number. It's the very first number on the sign. And you will hear evidence. You will see call data records. And there is also the evidence from the accused himself confirming that this was the accused's number and that this sign hung from the police headquarters from April 2012. Al-Hassan was at the very heart of this repressive system, and he was involved at different stages of its functioning. Al-Hassan's role and his functions as the de facto commissaire and key interface with the population was common knowledge in Timbuktu. You will hear witnesses confirm this, including those who knew him well. You'll hear from victims and eyewitnesses, journalists and insiders alike. And Al-Hassan introduced himself as the commissaire, or the person responsible for the police, to individuals, such as witnesses P113, P984, P605, and journalist 623. One witness, a former member of the Islamic police, and one of Al-Hassan's subordinates explained, and I quote, and this is in French, "La police là-bas, le responsable c'est le commissaire. Tout ce qui se fait à la police, le responsable c'est le commissaire," end of quote. Al-Hassan explained, and I quote, again in French, "Mon rôle, c'est le rôle de la police," end of quote. Al-Hassan was a logical choice for the groups. He was the right man at the right place at the right time. He came from Timbuktu, so he was well known to the local population. He spoke their local languages as well as French and Arabic. He was an educated man. He was a Tuareg and a member of the influential Kel Ansar tribe. He was trusted by the other leaders as he shared their ideological, religious, and political views. He had regular access to the senior leadership, and he was in constant communication with them, and they entrusted responsibilities to him. The organization's target was the civilian population of Timbuktu region, and the many victims of this case whom Al-Hassan's contributions have impacted upon included, for example, women and girls arrested for their dress code violations, who were then detained in harsh and inhumane conditions, many of whom were subjected to sexual violence. Jadeo Maiga, whom you heard, Al-Hassan himself arrested, whose hand was then publicly amputated following a judgment of the tribunal. You'll hear evidence from P580, also arrested by Mr. Al-Hassan, who was severely beaten, tortured, and illegally detained, and victims whom the accused flogged for drinking alcohol. Al-Hassan was a willing perpetrator and member of this organization from the very outset, who believed in their vision, their shared ideology, religious and political vision of the organization, which they invoked to impose their power and their rules. He fully embraced his role and functions within the police in enforcing these new rules on the population and to impose their power from the early days of the occupation until his departure from Timbuktu in January 2013. When did Al-Hassan join? He was a permanent key pillar of the police. Al-Hassan was a member of the organization and the groups at all times relevant to the charges in this case. In particular, he was a member of Ansar Dine. He joined and he worked at the police as soon as it was put in place from April 2012. Unlike the police Amir, Adama, and Khalid, he kept his same role as the commissaire within the police
from when he first started in that role, from at least the 7th of May 2012 at the latest, and continued with that role throughout the occupation. It was Al-Hassan who provided continuity for the police. You will hear evidence from witness 150, who describes 2 stages of the work of the police, covering the whole period of the charges. He describes a first stage, when the policing was being done in the streets, and a second stage with a more formal structure with a headquarters. And P150 confirms that, and I quote, "In each stage, Hassan was there," end of quote. Witness 150 also confirmed that Al-Hassan was already doing duties and tasks such as sending patrols, and I quote, "at an early stage when the groups arrived in Timbuktu," end of quote. You will hear evidence from insider witness P99, who stated, and I quote in French, "Et le second de la police islamique, c'était toujours le Touareg là. Il n'a pas changé là," end of quote. You will see documentary evidence, for example, in an Islamic tribunal judgment and corresponding report that confirms that the accused was carrying out his functions as de facto commissaire from at least the 7th of May 2012. You will hear eyewitnesses who saw Al-Hassan at the Banque Malien de Solidarité, or the BMS, which became the headquarters of the police in the first days of the occupation in April 2012. He had his office there, and again later at the Gouvernorat when the police moved. You will see videos that show him in his office at the BMS and later again in his office at the Gouvernorat. There is an article dated the 28th of April 2012, which refers to the fact that the Islamic Police headquarters was formally set up and already had a sign at that headquarters the day before, on the 27th of April. I've shown you that photograph that had the accused's personal phone number already on it. And you will hear evidence that this was a number that Al-Hassan had for years before the occupation and that he continued to use during and after the occupation. From the very start, Al-Hassan voluntarily signed up to the organization's goals and what it did. In this next slide, Your Honours will see a screenshot from a video interview conducted with the accused in November 2012. And this is a shot from when he responded to a question about the salaries of the Islamic police that they received for their work. And he responded, and I quote, "It is for the sake of Allah's cause," end of quote. And in this very same video interview, when he was asked about the work of the police, he explained that it, and I quote, "it involves patrols within the town and correcting objectionable acts. Any type of reprehensible act which has been forbidden, we correct, such as drinking alcohol, smoking, and a woman adorning herself, and other such acts," end of quote. Again, in the same interview, Al-Hassan explains that the groups were applying punishments, such as cutting off the hand of a thief, executing a murderer, and flogging of others. And he said that after imposing these punishments, and I quote, "alcohol-related cases have stopped. We don't have any at all. And the same goes for theft too," end of quote. The evidence will show that Mr. Al-Hassan, like other senior leaders, was willing to be hands-on to get the job done. They led by example. You will hear from witness P65 how the execution of a sentence was considered holy, and taking part in punishments made members of the groups feel proud, so that the leaders would also do that. For instance, Al-Hassan and other leaders, such as the Islamic tribunal members, Radwan and Qutaiba, would personally flog victims.
the top spiritual guide, Al-Chingeti, helped to destroy the Sidi Yahya door. Tala, the head of the security battalions, Al-Mahdi, the head of Hezbollah, Al-Bara, a preacher, they all also helped in destroying the mausoleums. As you have already heard, Al-Hassan knew full well that these punishments were being imposed on the inhabitants and they weren't previously known to them. He explicitly said it was the first time that they were seeing these punishments and there was nothing that they could do about it, that they were all scared of these punishments. He said they feared the word jihadists and terrorists. Similarly, in a message dated the 20th of July, 2012, Drukdel, who was a senior ACME leader based outside of Mali, sent a message to fellow ACME and Ansardine leaders in Mali, cautioning them, saying to them, don't be too hasty in applying these laws. He stated that it was, and I quote, an environment that is ignorant of religion and a people which has not applied Sharia in centuries. He went further. It's worth noting that at this stage, just because a small class of people have accepted our understanding of applying Sharia does not mean that all sections of the people have accepted it, end of quote. Your Honours, I now turn to Al-Hassan's core functions. And these were to organise the work of the police and his work in investigations, prosecutions, and the punishment of Timbuktu's inhabitants. First, the evidence will show that Al-Hassan ensured the daily management and organisation of the work of the police. As Al-Hassan himself explained, and I quote, il organisait le travail de la police, end of quote. As you have heard from my colleague, Mr. Duterte, the Islamic police was a key organ at the centre of the organisation's repressive apparatus. And the police was visible and active everywhere within Timbuktu city and other localities in the region, such as Lere, Bear, and Gaundam. And you've heard they were everywhere, including at checkpoints, streets, markets, and even in people's homes. The police were monitoring the population and they forced them to follow their rules, their prohibitions in every part of their lives. You've heard that this included a dress code that forced women to cover themselves up, rules that stopped men and women mingling with one another, that stopped men and women choosing if they wanted to have sex outside of marriage, that stopped people practicing their own religion, stopped them from listening to what music they wanted to hear, to smoke, to drink alcohol. It was the police who pursued, stopped, arrested, detained, and beat people that they found violating their rules. And it was Al-Hassan who was the leader right from the start, dispatching the police there and assigning and tasking them to do this. And he worked closely with other leaders, both within the police and other organs, to coordinate all of this persecutory work. Al-Hassan started sending out patrols from an early stage when the groups first arrived in Timbuktu. He chose members of the police to send on patrol. He gave his subordinates instructions and orders, for example, to send them out on patrols, which he also participated in. And he gave them other tasks, such as what positions to take during the women's demonstration. You'll hear evidence of this demonstration. This was when women of Timbuktu
rose up to demonstrate against their ill treatment. Your Honours, in this next slide, again you can see Mr. Al-Hassan, and he's using a walkie-talkie and mobile phone to communicate and give instructions about thieves that had been arrested in Bear. Mr. Al-Hassan could also punish and discipline his investigations. I now turn to the second core function of Mr. Al-Hassan, and that was in the enforcement and implementation of the enforced rules by his handling of multiple cases of the violations of the rules and his mediation of civil disputes. Al-Hassan played a pivotal role in police investigations of the civilians who violated the organization's imposed rules. It was Al-Hassan who was involved in every stage of the cases that resulted in punishments. He was involved at the arrests, summons, detention, investigations, interrogations, judgments, and the execution of sanctions. Al-Hassan could summons and arrest suspects. And Your Honours, in this next slide, you will see an example of a summons that has been signed by Al-Hassan. And in the area with a red box, you will see his signature. Al-Hassan conducted interrogations as part of these investigations. He could even question other leaders during these investigations. This included Adama, the emir of the police, Abu Talha, the leader of the security battalions. And during these interrogations, Al-Hassan used methods that included threats of violence, and torture. You will hear witnesses, including victims and other eyewitnesses, who will testify to this. You will also see documentary evidence that shows that the police used torture. Al-Hassan also confirmed that torture took place during police interrogations of suspects. He wrote investigation reports following his investigations, a number of which were referred to the Islamic Tribunal. And I show one example in the next slide. For instance, in this report, dated the 16th of July, 2012, Al-Hassan mentioned that the suspect, and I quote, was interrogated and tortured, but to no avail. And you can also see his signature on this report, along with a stamp of the Islamic police. Tellingly, the Islamic police investigation reports in the possession of the prosecution that were found at the BMS and the Hôtel La Maison, where the tribunal was based, were written and they were submitted by Al-Hassan. These reports are in his handwriting, and many bear his signature. And the fact that this is his handwriting and his signature will be supported by evidence that you will hear, including from handwriting experts, P657 and P620, insiders, P150 and P626. And this was also confirmed by the accused himself. Al-Hassan's signatures on these reports was sufficient for police matters. Your Honours, I now turn to another example of a police investigation report that was signed by the accused. It's dated the 23rd of May, 2012. And at the very bottom, he signs as investigator.
This is a close-up of the designation investigator and of his signature. The evidence will also show that Al-Hassan had the power and authority to investigate cases outside of Timbuktu city, as shown by examples of cases in Lere, Gaundam, Nyafunke, Goma Rarus, and other localities in Timbuktu region. And he could order that suspects be brought from these other cities to the police headquarters in Timbuktu. Al-Hassan himself also says this. The evidence will show that Al-Hassan interrogated suspects and he prepared the report submitted to the tribunal. The evidence will also show that these reports had a significant impact on the judgments issued by the tribunal. His reports set out his summary of the facts, his classification of the cases into different categories, and the result of his investigations. And these reports were decisive factors in the tribunal's decisions. The evidence will show that the accused reports were relied upon by the tribunals who used them for their summary judgments. The tribunal needed these reports to decide their cases. The short duration of their so-called hearings and the result of the decisions themselves show how the tribunal relied on the results of Al-Hassan's investigation reports. For instance, in one case, when Al-Hassan's report indicated that a person confessed to adultery, this confession was the main reason to find the person guilty, and that person was sentenced to 100 lashes, whilst without a confession, victims could receive, and usually did receive, less than 100 lashes. And my colleague tomorrow, Mr. Musa Alafi, will provide examples to Your Honours to show this close connection between the reports written by the accused, the tribunal decisions, and the sanctions and punishments that followed. Al-Hassan referred many cases to the tribunal, knowing full well they would result in acts underpinning the charges, including floggings and other corporal punishments, and detention for cases including adultery, theft, use and sale of alcohol and cigarettes. Al-Hassan was also critically involved in the tribunal proceedings and the sanctions they imposed. He and other police members were actively involved in organizing and executing the sanctions meted out by the police or decided by the tribunal. As you've heard, he personally flogged victims who violated their rules. One witness, P65, stated, and I quote, "The Islamic police was often in charge of organizing executions of sentences, and I often saw Al-Hassan in charge of them." The same witness goes on to say, "There was not a single event of execution of sentence in Timbuktu that I attended where Al-Hassan was not present." End of quote. Al-Hassan and his subordinates transferred suspects to the tribunal's hearings and to the places where the sanctions were publicly executed. In the next slide, Your Honours, this is screenshots of a video, and you can see Al-Hassan in the first image with whip in hand in the first, and in the second image, you see him actually whipping one of the victims. You will see this video footage again, Your Honours, a clearer image, as my colleague Ms. Coquillot will show you these locations and the video footage, actual footage of this event. In the next slide, it's a screenshot of it's a screenshot from a photograph. This is of a flogging for adultery. Here you can see the accused standing very close to a female victim who was about to be flogged for adultery. There were actually 6 victims who were flogged that same day,
And the evidence will show that actually several of the men involved, seen in this and other images from this event, were members of the police. And there are other examples, and you will see them in the course of the trial. Sorry. And Al-Hassan also had a key role to play in complaints and disputes. The inhabitants had to deal with him in the numerous civil cases that he decided. Witnesses will testify that they were directed to the accused or summoned by him, and insiders will confirm that he handled numerous disputes. In this next screenshot from a video, you see and you will hear evidence that the accused is resolving a debt dispute concerning the purchase of weapons. And you see weapons on the table before them. The accused also personally intervened in very personal aspects of the inhabitants' lives, such as marital disputes. For instance, you will hear evidence, including from Insider Witness 150, that Al-Hassan was known to pressure women to return to husbands whom they had either left or wanted to divorce. In this next slide, this is a report, again written by the accused, about a man wanting his wife to be returned to him. And you see his signature again on this report. There were other ways that the accused had an impact on people's lives. He had a say, for example, whether they could dig a well or whether a journalist could do their work and how they could do their work. And the fact that he had this power to issue permits and such authorizations also shows how important he was and his influence on the daily life of Timbuktu's inhabitants. In this next slide, Your Honour, you see an authorization for digging a well signed by the accused with the Islamic police stamp at the bottom of it. He signed, in this case, in the name of the Emir of the police, again with the stamp of the Islamic police. Merci beaucoup, Madame Loping, pour votre présentation. Nous arrivons au terme de cette première audience consacrée au débat sur le fond. Nous allons donc suspendre l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin à 10 heures avec la suite des déclarations liminaires du bureau du procureur. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.